Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le chapitre 8 de droit, les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Tout d'abord, et pour rappel, nous allons retrouver Maître Karima Saidi, avocate au barreau de Lyon, qui va nous expliquer la définition du droit objectif et du droit subjectif. Alors oui, bonjour à tous et à toutes. Alors concernant la distinction entre droit objectif et droit subjectif, alors je vais essayer de vous résumer un peu les choses de manière la plus simple qui soit, même si je sais que cette distinction, elle est quand même assez théorique et du coup assez compliquée à appréhender. Mais bon, pour résumer les choses, je pense que déjà il faut partir de l'idée en tout cas de la fonction même du droit au sein d'une société. Donc pour rappel, le droit sert essentiellement à régir les rapports des individus au sein d'une société donnée. Sur la base de cette définition, on va dire, de la fonction du droit, vous avez cette distinction entre droit objectif et droit subjectif qui peut se définir de la manière suivante. En réalité, le droit objectif correspond à l'ensemble des normes qui est établi par l'État essentiellement. Donc concrètement, quand on parle de droit objectif, ce sont un peu des droits qui sont, on va dire, un peu désincarnés. Ce sont les lois, les règlements, les ordonnances, etc. C'est-à-dire la norme juridique qui est établie par l'État. Donc, vous avez d'une part, on va dire, ce droit, en tout cas l'ensemble de ces droits objectifs qui sont définis par l'État. Sur la base de ces droits objectifs vont découler ce qu'on appelle des droits subjectifs et qui appartiennent du coup aux individus au sein de cette société. On parle de droits subjectifs parce qu'ils appartiennent aux personnes. Donc concrètement, voilà, pour essayer de trouver un exemple qui permette de comprendre un peu mieux les choses, euh, déjà, voilà, je pense qu'il faut véritablement avoir à l'esprit que les droits objectifs et les droits subjectifs, ce ne sont pas des droits qui sont contradictoires. Bien au contraire, ce sont des droits qui sont complémentaires. Euh, voilà, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez peut-être un peu mieux la distinction. Concrètement, dans le droit objectif, vous avez une règle, une loi qui interdit les vols. Donc vous avez le législateur qui a établi un article au sein du Code pénal qui interdit l'action, en tout cas le fait de voler, et qui réprime, en tout cas par des sanctions pénales, le fait de voler. Donc ça, c'est le vol. Donc ça, on va dire que le vol, l'interdiction du vol, est un droit qui est objectif, un droit qui est défini par l'État. Sur la base de ce droit objectif, qui est l'interdiction de vol, va découler un droit qui appartient aux individus au sein de cette société. Et en l'occurrence, le droit dont peut se prévaloir l'individu, c'est le droit à la propriété, donc le droit à la propriété privée. Ce droit subjectif, qui est le droit à la propriété, découle concrètement du droit objectif qui est établi par l'interdiction de vol euh, par l'État. Donc voilà, donc je pense que c'est important d'avoir cette idée-là en tête que finalement les droits subjectifs découlent de quelque chose qui est un peu plus général, euh, qui sont les droits objectifs. En droit subjectif, vous avez divers éléments, hein, divers exemples qui peuvent être cités. Vous avez d'une part, enfin, voilà, ça peut regrouper effectivement l'ensemble en fait des rapports entre les individus. Vous avez le droit de grève, le droit de vote, le droit de ne pas être licencié abusivement, le droit au respect de votre vie privée, etc. Tout cela, en fait, ce sont des droits qui appartiennent aux individus. Donc c'est un droit
euh, que chaque personne peut revendiquer au sein d'une société donnée, et l'État se doit de protéger ses droits. Et pour protéger ses droits, il est nécessaire d'établir ce qu'on appelle des droits objectifs, c'est-à-dire la norme juridique applicable tout simplement, et qui permet effectivement de protéger ces droits et de permettre aux individus de véritablement jouir de ces droits subjectifs. Aussi, intéressons-nous à la notion de patrimoine, directement liée à cette notion de droit subjectif qui concerne donc un seul sujet de droit, une personne physique qui, comme nous l'avons déjà vu, a un patrimoine qui lui appartient en son nom propre. Ce patrimoine-là, il va être composé à la fois d'un actif, c'est-à-dire de ce que la personne possède, des biens immobiliers, des biens mobiliers, des biens corporels ou des biens incorporels, comme des brevets, et d'un passif, c'est-à-dire de ses dettes et de ses obligations. Cela compose le patrimoine d'une personne, et la ressemblance principale entre l'actif et le passif, c'est qu'ils ont tous les deux une valeur pécuniaire. Et c'est très important dans la notion de patrimoine, c'est que le patrimoine est composé de choses et de droits qui ont une valeur pécuniaire, c'est-à-dire qui valent de l'argent. Intéressons-nous donc à ces droits subjectifs qui vont concerner directement le patrimoine, c'est-à-dire les droits patrimoniaux. Tous ces droits ont avant toute chose une valeur pécuniaire, c'est-à-dire qu'ils vont concerner les choses qui valent de l'argent. On va les distinguer de trois différentes manières. Il y a les droits réels, c'est-à-dire les droits sur les choses, le droit d'user un bien, le droit aussi d'en toucher les fruits, comme par exemple mettre en location un appartement. Il y a les droits personnels. Les droits personnels, c'est quand on a une créance sur quelqu'un, on a ses droits pécuniaires sur une personne. Et il y a aussi les droits intellectuels. Ce sont les droits quand, de la propriété intellectuelle, quand par exemple on a déposé un brevet ou quand on a composé une chanson, on a des droits sur ces éléments. Ils ont aussi des droits et des caractéristiques, ces droits patrimoniaux. Il y a le fait qu'ils sont transmissibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être transmis en héritage, par exemple, la plupart du temps. Ils sont cessibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être vendus ou donnés. Ils sont saisissables également, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une créance, c'est-à-dire que vous devez de l'argent à quelqu'un, ce quelqu'un pourra éventuellement se servir directement dans votre patrimoine. C'est le cas par exemple sur la banque, si vous ne remboursez pas vos prêts, la banque pourra saisir, dans un cadre légal évidemment, directement l'argent sur votre compte. Et enfin, ces biens peuvent être prescriptibles, c'est-à-dire qu'ils vont être limités dans le temps. Pas tous, mais certains droits patrimoniaux le sont, notamment ces créances qui peuvent, toujours dans un cadre légal, s'enlever au bout de 5 ans. Pour les droits extra-patrimoniaux, ça va concerner l'ensemble des droits qui sont toujours dans le droit subjectif, c'est-à-dire qui concernent une personne, mais qui ne vont pas avoir de valeur pécuniaire, ils ne vont pas valoir d'argent. On va donc considérer les droits extra-patrimoniaux comme la plupart des libertés publiques, c'est-à-dire les droits civiques, les droits politiques, le droit aussi à avoir une vie familiale, le droit à avoir une vie professionnelle, notamment encadré par le droit du travail, et aussi les droits de la personnalité, dont on reviendra plus spécifiquement, notamment sur le droit à l'image et sur le droit à la protection des données personnelles, notamment aujourd'hui avec l'explosion du numérique. Ces droits, sans valeur pécuniaire, effectivement, ils vont être du coup inaliénables, c'est-à-dire que personne ne va pouvoir vous les enlever, vous ne pourrez pas les donner ni les vendre. Ils vont être intransmissibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être transmis en héritage ou reçus en héritage. Ils vont être insaisissables, c'est-à-dire que même si vous avez des créances sur quelqu'un, ces droits ne pourront jamais vous être enlevés par qui que ce soit. Et enfin, imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune limitation dans le temps.